Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce deuxième webinaire, une série de webinaires au service du développement professionnel et de l'innovation en éducation. Mon nom est Jacques Coul, je suis directeur du Cadre 21. Nous sommes au Cadre 21 ici à Montréal et ça me fait plaisir de vous accueillir au nom de mes collègues que je laisse le soin de se présenter. Bonjour tout le monde, Stéphane Hunter, leader et cofondateur d'Escouade Édu. Ça me fait tellement plaisir d'être là encore avec vous ce soir et merci d'être à l'écoute. Bonsoir et bienvenue à ce deuxième webinaire. Normand Brodeur, directeur à l'innovation et au développement pédagogique à la Fédération des établissements d'enseignement privé et cofondateur du Cadre 21. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. En forme? Oui. Yes. Marius Bourgeois, cofondateur et leader Escouade Édu. Donc, merci d'être avec nous encore une fois cette semaine. Et pour ceux qui prennent de leur temps aussi pour regarder la rediffusion, on vous remercie de vous investir dans votre développement professionnel. Et merci d'être là en asynchrone avec nous. On a tout un programme pour vous ce soir, encore une fois. Alors, c'est le deuxième webinaire d'une série de 5. Il y a 2 semaines, on parlait de mentalité de croissance. Dans 2 semaines, nous reviendrons avec le leadership suivi des compétences globales et pour terminer avec les formes de développement professionnel. Mais ce soir, le webinaire porte essentiellement sur la question suivante: comment peut-on vivre un processus d'amélioration continue au quotidien? Oui, et j'ai l'impression qu'on va vivre ce processus-là avec plusieurs personnes. Déjà, on salue Roland, Jasmine, Véronique, Philippe, Cynthia, Gilbert. Donc, bienvenue à tout le monde. Les gens sont en train de se brancher. On a hâte de poursuivre la discussion avec vous. Fantastique. Alors, messieurs, ce soir, nous enchaînons la conversation autour du développement professionnel, l'amélioration continue. Puis, comme tu le disais tantôt, Jacques, la semaine dernière, 2 semaines passées, on a parlé de mentalité de croissance qui mène à des comportements où on une prise en charge de notre développement professionnel. Puis on vous a partagé une équation. E plus S plus A égale croissance. Donc, effort plus stratégie plus l'aide des autres égale croissance. On vous a aussi partagé l'idée que la mentalité de croissance, la caractéristique première de la mentalité de croissance, c'est le désir de sortir de sa zone de confort et de persévérer quand et surtout quand le défi est de taille. Hein? Puis il était question à ce moment-là, on parlait de taille, il était question d'un beach body pédagogique. Oh yeah! On ne gardera pas cette slide-là trop longtemps, vous l'avez vu, Beach Body pédagogique, c'est très rapide. Merci. Alors, beach body pédagogique, on parle d'amélioration continue et de croissance, Stéphane. Il y a certaines lois dont on voudrait parler ce soir. Oui, je vais venir au tableau ici. On a parlé, Marius, si tu voudrais mettre peut-être la slide verte à l'écran, s'il vous plaît. On vous rappelle qu'il y a le guide du participant, on va vous le montrer dans quelques secondes. Et dans le guide du participant, il y a des notes à prendre et on vous rappelle que lorsqu'il y a une diapositive verte, c'est un bon moment pour prendre des notes. Donc, la loi du miroir, c'est une des lois qui fait partie du livre des 15 lois inestimables de la croissance de John Maxwell. Cette loi-là, c'est une de mes lois préférées dans ce merveilleux bouquin qui dit « Soyez conscient de la valeur que vous avez. Quand tu te regardes dans le miroir, il faut que tu comprennes et que tu sois conscient de la valeur que tu as pour ensuite pouvoir en ajouter de la valeur à toi-même. » Évidemment, quand on va parler de leadership, on va donner de la valeur aux autres, mais avant de pouvoir en donner aux autres, il faut s'en donner à nous-mêmes. Donc, on va appuyer ça en plus sur ce que M. Hattie nous dit, John Hattie. Avant de parler de Hattie, j'aimerais vous poser une question. Dans votre vie, est-ce que vous considérez que c'est bon ce que vous faites? Est-ce que vous considérez que les étapes que vous prenez, votre processus, il est bon? Suite à cette question-là, je vous laisse un peu réfléchir, mais c'est vraiment important, comme on disait tantôt, de se donner de la valeur. La loi du miroir, c'est comme quand tu achètes une nouvelle voiture, on la voit partout. Je m'explique. On voulait s'acheter une voiture récemment d'une telle couleur. On s'est acheté cette voiture-là, puis on ne la voyait pas nulle part. Puis quand on l'a achetée, soudainement, on la voyait partout sur la route. C'était vraiment troublant. Et la loi du miroir, depuis que j'ai lu ce livre-là, la loi du miroir, je la vois partout. Je vois plein de gens qui mettent beaucoup de valeur en eux et je vois aussi plein de gens qui en mettent beaucoup moins. Donc, je pense que c'est très, très important au niveau du développement professionnel de considérer cette loi-là. La loi du miroir fait le parallèle avec 2 points que Hattie nous dit.
Le premier point, c'est la perception dans une salle de classe que les enseignants ont de ce que leurs élèves sont capables de faire. Et le troisième point, en importance à 1,33, c'est la perception de ce que les élèves ont par rapport à eux-mêmes. Donc, on a une influence directe, et vous allez voir ça dans le guide du participant, il y a quelques remarques. On a une influence directe sur la façon ou notre perception qu'on a sur la réussite des élèves. On a une influence directe sur leur réussite. Donc, la semaine prochaine, on va parler un petit peu plus du deuxième point de Hattie, qui est l'efficacité collective, mais ce soir, on fait le lien, puis la loi du miroir fait le lien entre le premier et le troisième point le plus important dans la recherche de Hattie. Si je peux me permettre, Stéphane, cette loi du miroir-là, on l'appelle aussi dans le milieu de l'éducation la loi de Pygmalion. Donc, la loi de Pygmalion, tout le monde a probablement vécu ce phénomène-là. En début d'année, au lieu de percevoir la réussite potentielle des élèves, au moment de recevoir les fameuses listes de classes qu'on oui. a en début d'année, Oui. le réflexe d'aller voir l'enseignant qui a eu ces élèves-là l'année d'avant et de me dire « Pointe-moi donc tes meilleurs, puis ceux avec qui je vais avoir de la difficulté, là, pointe-les-moi. » Donc, c'est un phénomène qui vient ici contrer. Mais ce qu'il faut penser aussi, quand on est enseignant, on se pose ces questions-là par rapport aux élèves. Hein? Ouais. Mais les élèves, dites-vous qu'ils ont cet effet Pygmalion-là envers les enseignants aussi. Donc, se méfier, essentiel, ces points-là, soit la perception de réussite des élèves et des individus. Excellent. Donc, la perception, tellement, tellement important. Je pense qu'on a, pour la prochaine diapositive, on a la prochaine loi que je vais laisser Marius vous expliquer. Voilà. Merci, chers collègues. Il y a des gens qui font d'excellents commentaires dans le chat. On va y revenir tantôt. On vous invite à vous manifester. On essaie de suivre la conversation au fur et à mesure que le webinaire avance. Donc, la deuxième loi, c'est sûr que si je crois que j'ai de la valeur, je peux en ajouter à qui je suis. Mais la croissance, ça n'arrive pas par hasard. Hein? Il faut le planifier. Puis la seule chose qui garantit que les choses s'améliorent dans notre vie ou dans notre pratique, c'est quand on s'améliore. Tout s'améliore quand les personnes s'améliorent. Ça commence par nous. Donc, la loi de l'intentionnalité nous dit que la croissance n'est pas un hasard. La croissance n'est pas un hasard. Donc, l'idée, c'est de se fixer des objectifs. Et puis, tout le monde a déjà entendu parler, messieurs, quand on fait des plans d'action, on veut des objectifs SMART, hein? Spécifiques, mesurables, atteignables, axés sur les résultats, hein? Puis clairement identifiés dans le temps, la nature temporelle de nos objectifs. Mais il y a des choses encore plus importantes que les objectifs SMART. Puis si on fait un retour sur la fameuse recherche ou publication d'il y a déjà quelques décennies de notre ami Maslow, la pyramide de Maslow, tout le monde est familier avec ça, nos besoins comme individus. Moi, j'attire votre attention, pas sur les besoins de base, mais le besoin de s'accomplir comme personne, le désir de s'accomplir. L'amélioration continue nous permet de nous accomplir. Puis ce que Maslow nous rappelle, c'est que pour s'accomplir, on doit mettre l'accent sur ce qu'on fait de bien. Quand on veut amener un individu à s'accomplir, on ne regarde pas ce qu'il n'y a pas, puis essayer de mettre l'accent là-dessus. Non, on regarde ce que la personne a, on exploite ses forces, on l'amène à s'investir, à tirer profit de ses forces. C'est là où on se sent bien. En bon français, on se sent dans notre sweet spot. On se sent dans le sweet spot. Donc, il y a trois autres critères, à mon humble avis, qui sont importants, autres que les objectifs SMART. Et ça, ils sont les suivants. On va les afficher à l'écran, vous allez les aurez devant vous. Le premier, c'est que nos objectifs doivent nous inspirer. Les objectifs qu'on se fixe, messieurs, ça nous affecte. Hein? Ce qu'on vise, ce qu'on souhaite pour nous-mêmes, ça nous affecte. Quand on se lève le matin, hein? Ça donne du oomph, comme on dit. Comment on les formule, ces objectifs-là? Qu'on les écrive. Ils doivent nous inspirer. Deuxième point, critère important pour nos objectifs, c'est qu'on peut y croire. On croit en nous, mais on croit aussi que les objectifs, ce n'est pas un rêve. C'est vraiment quelque chose qui est atteignable pour moi. Je peux y croire. Et le troisième, qui est la clé au quotidien, c'est que je peux agir concrètement pour les atteindre. Il y a des actions concrètes qui sont dans ma zone de contrôle, dans ma zone d'influence, qui me permettent d'atteindre ces objectifs-là. 3 critères super importants. Donc, objectif SMART, miser sur nos forces et nos talents. Puis il y a peut-être une nuance qu'on peut apporter encore davantage, parce que dans les écoles, souvent, on essaie d'élever notre niveau de compétence. C'est tout à fait normal. C'est important de cibler nos talents comme enseignants,
comme direction, comme CP, peu importe notre rôle dans le système, mettre l'accent sur nos talents. Stéphane vous demandait tantôt, est-ce que c'est bon ce que vous faites? Trouvez ce qu'il y a de bon dans ce que vous faites. Trouvez également les talents qui vous permettent d'exprimer le meilleur côté de vous-même et mettez l'accent sur ces talents-là. Si on veut mettre l'accent sur des choses qui sont peut-être des faiblesses ou des défis, pour nous, c'est important de cibler des choix, pas nécessairement des choses qui font appel au talent. Donc, l'attitude, la discipline personnelle, des choses qu'on contrôle, mais qui font appel à des choix. Ça, on peut cibler des défis, puis on peut faire des progrès. Je te mets sur le spot un peu, puis aucunement planifié. Peux-tu nous parler en 30 secondes de qu'est-ce que tu fais pour te fixer des objectifs personnels pendant les vacances de Noël? Peux-tu juste rapidement nous parler de ça? Ce que tu fais vraiment. Rapidement, je regarde mon calendrier des 12 derniers mois, je regarde mon emploi du temps, je regarde les choses dont je suis fier, que j'ai accomplies pendant l'année. Ce n'est pas des grosses choses, hein. Parfois, c'est des choses que juste moi qui vois. Souvent, c'est axé sur la discipline, des choses que je ne pensais pas que je pouvais faire, que je fais maintenant. Et puis, je me fixe des objectifs pour l'année suivante, puis j'ai un mot thème pour l'année. L'année passée, c'était action. Donc, je garde toujours en tête quand je fais la révision de mon mois ou de ma semaine qui s'en vient, mais je dis, OK, il faut que je passe à l'action. C'est mon mot thème. Puis, je fixe des objectifs qui sont écrits dans un cahier. Pas dans un Google Doc, ils sont vraiment écrits dans un petit cahier à la mitaine. Donc, c'est comme ça que je procède. Cool. C'est pas de science Merci, exacte. je trouvais ça intéressant parce qu'on se connaît, puis je sais que tu fais ça. Oui. Puis, c'est ça. Voilà. Alors, se fixer des objectifs, c'est super important. Passer à l'action, c'est l'idée de ce soir, n'est-ce pas, messieurs? On parle d'un processus d'amélioration continue. Et puis de miser sur nos forces. C'est tellement plus agréable quand on se dit, OK, je passe à l'action, mais je sens que je suis bon là-dedans. C'est stimulant. On a déjà plusieurs commentaires dans le chat par rapport à ça. Il y a Nancy qui nous dit qu'elle a entendu aujourd'hui qu'un parent a informé son enfant qui était à haut potentiel. OK. Et puis, toutes ses notes ont fait un bon magistral à la nouvelle de ça. Loi du miroir. Ouais. Exactement. Ouais. Il y a Luc qui revient aux besoins de Maslow, qui dit que c'est l'importance de s'assurer des 4 premiers besoins avant d'atteindre la cible. Il y a des éléments qu'on ne peut pas escamoter. Non. On n'a qu'à penser au fonctionnement de base du cerveau, finalement, pour passer par le social-affectif avant de s'ouvrir au cognitif. Oui. C'est Donc, certain que continuez vos ces commentaires. 4 premiers niveaux-là répondent à des besoins davantage primaires. Ouais. Et il faut assurer notre sécurité, il faut assurer nos besoins physiologiques avant de penser à une croissance. Absolument. Marie-André dit The 5-second rule de Mel Robbins, 5, 4, 3, 2, 1, go. Donc, ça, c'est une belle ressource qui traîne sur nos bureaux de ce temps-là pour se donner le bon coup de pied à la bonne place pour qu'on passe à l'action. Donc, une autre excellente ressource pour justement avoir envie puis pousser plus loin pour son développement puis son amélioration. Donc, quand une idée nous vient en tête, le 5-second rule, c'est quand une idée nous vient en tête, hey, je pourrais peut-être faire ça. Il faut passer à l'action. Puis passer à l'action, parfois, c'est juste d'écrire des idées. Avoir un système pour ne pas perdre les bonnes idées qui nous viennent. Et puis peut-être pour conclure ce bout-là de se fixer des objectifs, la prochaine diapo qui est importante, c'est nos objectifs, leur rôle, c'est qu'ils nous incitent à devenir la personne que nous devons être pour les atteindre. Nos objectifs nous permettent de devenir puis d'être en croissance. Donc c'est ça leur rôle aux objectifs. Donc c'est important de s'en fixer parce que pas d'objectif, rien qui nous incite, pas d'incitatif. Comme Gladys qui vient de dire, il faut savoir miser sur nos forces. Absolument. Miser sur les forces. On a parlé précédemment de John Hattie. Donc, juste préciser que l'étude de John Hattie, l'analyse de ces 800 méta-analyses, ont été mises à jour en septembre dernier. Vous avez le lien dans le chat. Excellent, merci. Je vous parle, pour enchaîner, du processus d'amélioration continue qu'on a développé. Ce processus-là, je veux juste clarifier certaines choses. Premièrement, le processus tourne dans un sens. Par contre, il peut tourner dans les deux sens. Deuxièmement, il n'y a pas vraiment de point d'entrée. Chacun des points à l'intérieur de ce processus peut être un point d'entrée. Pour commencer, la façon que je l'explique, on fait tous ça. À tous les jours, au quotidien, on planifie des choses. En tant qu'enseignant, en tant que direction, en tant que CP, en tant que dirigeant, on planifie. On planifie ce qui se passe dans les prochaines minutes, on se planifie ce qui se passe dans les prochaines heures, dans les prochains jours, voire dans les prochaines années. Ce qu'on fait moins, c'est que dans notre planification, on a parlé de la loi de l'intentionnalité, est-ce qu'à chaque fois qu'on planifie,
intentionnellement, on améliore. Et ça, c'est la question que j'apporte sur la table. Et dans notre processus de mettre ensemble la planification et l'amélioration, pour nous, c'est un moment essentiel dans le processus. Donc, on fait la planification au quotidien. On doit aussi s'améliorer au quotidien. Le deuxième point, c'est l'action. On veut agir. On fait ça à tous les jours. On enseigne, on va dans la classe, on travaille, on planifie sur papier, ainsi de suite. Donc, on passe à l'action à tous les jours. Par contre, est-ce qu'on prend le temps d'observer ce qui se passe à tous les jours? Au niveau, dans les différents niveaux d'un présentateur, au niveau de conscience d'un présentateur, l'observation de sa crowd, de la foule en avant de lui, c'est un niveau très élevé. On ne peut pas être en train de penser à son contenu puis d'être en action et observer en même temps. C'est presque impossible. Donc, il faut prendre un moment de recul. Il faut prendre le temps intentionnellement de mettre les gens qui sont en avant de nous en action pour pouvoir les observer. Et cette partie-là du processus, c'est la clé pour savoir. Des fois, on se demande, est-ce que nos élèves apprennent? Est-ce que nos élèves, ils nous suivent? Est-ce qu'on parle dans le vide? Par l'observation, on peut se rendre compte de plusieurs de ces points-là et répondre nous-mêmes à ces questions-là si on se met dans le mode d'observation. Le dernier point, c'est apprendre et partager. Puis le mot-clé ici, c'est partager. Donc, on a préparé des slides, puis je ne les ai pas utilisés au tableau ici. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Planifier et améliorer, le mot-clé, c'est l'intention, je l'ai dit. Ensuite de ça, agir et observer, le mot-clé, c'est l'action, je l'ai dit aussi. Apprendre et partager, le mot-clé, c'est partage. Alors, au niveau du partage, améliorer, c'est une chose. S'améliorer, apprendre, c'en est une, mais le partager aux autres, participer au réseau d'apprentissage professionnel, au RAP, partager à l'intérieur de notre école, partager sur les médias sociaux. Ce n'est pas obligé d'être sur les médias sociaux, là. Ça peut être juste de partager avec ses collègues, mais de partager ses apprentissages, puis de partager ses bons coups, ses moins bons coups. On parlait de fail meetings au dernier webinaire, donc s'organiser des situations où est-ce qu'on peut parler des échecs pour grandir. L'idée ici, c'est que c'est facile de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, mais si on n'améliore pas et qu'on n'apprend pas de pourquoi on a tombé, puis on va raconter une petite histoire tantôt, Marius va vous raconter une petite histoire qui parle exactement de ça. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps d'apprendre et de prendre le temps de partager. Si on revient ici, on peut commencer le cycle en parlant de planification. Donc, on planifie une leçon, puis on y va. Par contre, on peut commencer le cycle par l'apprentissage. On peut lire un livre, on peut écouter un webinaire, apprendre quelque chose, puis commencer notre cycle d'amélioration continue par l'apprentissage. Puis on peut commencer notre cycle en écoutant nos élèves, puis en les observant, puis en se fiant sur ce qu'ils nous disent, en se laissant impressionner par eux, puis en regardant, en observant. Puis on part là pour apprendre d'eux, planifier la prochaine leçon et continuer le cycle. Donc, le processus se vit autant au niveau personnel qu'au niveau de la collectivité, mais ça, encore une fois, on va en parler plus tard. Mais l'idée, c'est que ça va encore, puis je me répète volontairement, ça va dans les deux sens, puis on peut y rentrer à n'importe quel point. Exemple concret, Stéphane, c'est tellement important de vivre ces différentes étapes-là du processus. Je ne sais pas si il y en a qui ont suivi le défi 20 profs en début d'année. C'était l'essentiel de notre défi, c'était d'amener les gens à vivre ce processus-là, mais pas juste au quotidien. De regarder dans le temps, tu sais, sur 5, sur 6 semaines, est-ce que je mets l'accent davantage aujourd'hui sur ma pédagogie? Est-ce que je mets davantage l'accent sur les relations, puis ma structure, ma gestion de classe? Est-ce que je mets davantage l'accent sur mon utilisation du numérique en salle de classe? Et au fil du temps, si j'observe ce que j'ai planifié, l'impact que ça a au fil du temps, je peux faire du monitorage des progrès de mes groupes, puis après 5, 6 semaines, ça transforme ce qui se fait dans ma salle de classe graduellement. Donc, c'est important d'avoir cette vision d'ensemble-là aussi sur des périodes de temps plus longues, pas seulement le faire au quotidien. Petite nuance super intéressante, super importante également. Puis, dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est une citation de Paul Martinelli qui dit, je vais la dire en anglais, « You don't need to be sick to get better ». Vous n'avez pas besoin d'être mal en point pour devenir mieux ou s'améliorer. Donc, ce processus-là se vit
même quand ça va bien, on peut quand même s'améliorer. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Super. Parce que je me permets d'ajouter ici un exemple au niveau de l'observation, de se mettre dans cette posture intentionnelle, de s'observer. Et ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu alors que j'étais dans un département avec plusieurs enseignants. Et cet enseignant ici, qui voulait justement s'observer dans l'action, et c'était en fonction des interactions avec ses élèves. Et il avait ce questionnement-là, à savoir, est-ce que j'interagis, est-ce que je donne de la rétroaction de façon uniforme ou est-ce que je m'adresse bien aux besoins de chaque élève? Et il a intentionnellement, justement, demandé un peu d'aide pour qu'il y ait cet observateur-là. Parce qu'il était conscient qu'il était dans une action pédagogique assez complexe d'enseignement et d'échange. Et d'une façon très, très, très simple, je devenais une autre paire de yeux dans la salle de classe et on pouvait, avec un système de flèches par rapport au siège ou un schéma, voir finalement les interactions qui avaient lieu. Ce que je trouve intéressant à cet exemple-là, c'est qu'il a fait appel. Donc, il sentait chez lui ce besoin d'améliorer la qualité de ses interactions, de ses rétroactions, et il a fait appel à un collègue pour pouvoir justement être cette paire de yeux que lui ne pouvait pas être parce qu'il était quand même dans une démarche concrète d'enseignement. Donc, c'est un exemple où ça ne se fait pas nécessairement tout seul. Non, c'est ça, c'est pas évident. Je trouve ça super sympathique. Tu as été le collègue qui l'a aidé, tu as été dans sa classe, puis les résultats, je pense, ont été... Ben oui, c'est ça. Pour lui, ça a été une prise de conscience. Ouais. Et il a vu qu'il regardait surtout du côté droit de la classe et il se retournait plus vers le côté gauche. Donc, au lieu d'être dans une... Alors que j'avais un rôle de chef de département, puis au lieu d'être dans une posture d'évaluation, c'était plutôt dans une posture d'accompagnement. Je sais qu'on va en parler au prochain webinaire au niveau de l'accompagnement pédagogique, le leadership, mais quand même, c'était à partir de ce besoin-là, il s'était fixé l'objectif, il voulait améliorer ses rétroactions avec ses élèves et il a choisi des mécanismes simples pour faire une observation de qualité. On parle souvent d'apprentissage par les pairs. Mais on a tellement... Il y a comme une barrière de terreur. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Il y a une barrière de terreur de laisser entrer les gens dans notre salle de classe ou d'aller dans la salle de classe des autres enseignants. Mais l'apprentissage par les pairs, c'est une façon tellement enrichissante d'apprendre, de s'améliorer. L'observation que tu as fait là, ce n'était pas une observation pour l'évaluer, pour lui causer des problèmes, pour dire « je suis meilleur que toi ». Pas du tout, c'était vraiment dans le processus d'amélioration. Ça fait combien de temps de ça? 30 ans. Ça fait 30 ans. On parlait de rétroaction il y a 30 ans. On en parlait il y a 30 ans de la rétro. Alors, c'est excellent. Merci, Jacques, pour je vais prendre le relais de Jacques. Hein, ça a l'air qu'on suit un après l'autre devant le tableau. C'est bon. C'est tout à fait improvisé ce soir. Allons-y. Je veux faire le lien avec la formation initiale et le difficile passage, parfois, vers la pratique et la formation continue. Quand nous sommes à l'université, c'est naturel de se faire filmer lors d'une séquence d'enseignement. Ouais. Tout d'un coup, on devient enseignant. Et là, c'est comme un objet bizarre, hétéroclite, étrange qui rentre dans la classe. Ouais. On se demande ce que ça fait là, parce que nous sommes maintenant légalement certifiés pour enseigner. Alors que cette présence-là, qui peut être une caméra dans un coin, on n'a même pas besoin d'un collègue qui tient la caméra, mais peut permettre d'avoir un regard là-dessus, de se voir. S'' observer, hein, s'observer. S'observer et observer et se mettre en action aussi. On le verra davantage la semaine prochaine au niveau des organisations, mais sur un plan individuel, amener un collègue à regarder avec soi ce qu'on a vécu. Ça peut être drôlement enrichissant aussi pour améliorer sa pratique. Super intéressant. En fait, on se filme depuis 2 semaines, hein? Ça remet certaines choses en perspective. C'est le fun de se voir à la caméra en rediffusion. Donc, super, merci pour vos interventions, messieurs. C'est vraiment génial. L'idée, encore une fois, c'est de vivre ce processus-là, le vivre et le revivre encore au quotidien, dans toutes les situations et d'avancer comme ça. Donc, voilà. On peut revenir. Oui, on peut revenir. Il y a un commentaire intéressant de Guillaume qui parle, qui mentionne que, oui, dans le chat, oui, hein, ça bouge. Qui dit qu'à la base du processus d'amélioration continue, il fait appel à l'humilité et de l'ouverture d'esprit. Donc, ce qu'on vient de relater là en témoigne. Oui. C'est là où la ligne est fine entre dire on est humble, mais on est aussi capable d'affirmer qu'on a des forces, dire qu'on fait des bons coups. Tu sais. Parfois, on a peur de dépasser cette ligne-là d'humilité.
puis d'affirmer. Mais c'est tellement important d'être capable de le dire qu'on fait des belles choses. Nina Louise fait référence justement à l'importance de se connaître soi-même. Ouais. L'honnêteté, quand on se regarde dans le miroir, de dire, ben voilà, je suis en mesure de tabler sur telle force, j'ai cette force-là, j'ai cette énergie-là, j'ai ces capacités-là, si on veut être en mesure de grandir. Donc, c'est au-delà de l'humilité, c'est une franchise par rapport à soi-même qui est importante à avoir. Ouais, je me permets d'ajouter à ça en disant qu'on est nos pires critiques, par exemple. Aussi. Donc, tu sais, on parle d'honnêteté devant le miroir, mais il faut être honnête. Tu sais, si on est bon, tu viens de le dire, mais souvent, on pense qu'on est tellement moins bon qu'on l'est en réalité. Qui aime ça, entendre sa voix enregistrée? Hein? Il n'y a personne qui aime ça s'écouter. On trouve tous qu'on sonne un peu bizarre. On trouve tous qu'on a de l'air un peu bizarre. Les gens, c'est correct. Les gens nous perçoivent comme ça au quotidien. On sonne bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, on est tellement dur envers nous-mêmes. On est des critiques extrêmement difficiles envers nous-mêmes. Donc, il faut faire attention. Il faut y être. Il y a un juste milieu entre l'honnêteté et la savoir l'autocritique. jauger. Oui, exactement. Et Roula qui ajoute justement l'importance d'être avec d'autres quand elle parle de co-planification avec des collègues ou même un co-enseignement avec un enseignant ressources ou un accompagnateur, qui reste encore un bon moyen pour améliorer ses pratiques. Messieurs, on parle d'amélioration continue, on parle d'être intentionnel, d'être humble, Oui. de s'engager dans le processus, de peut-être regarder dans une certaine période de temps, de 4 à 6 semaines, peut-être voir s'il y a des progrès qui se manifestent dans ma pratique, dans les choses que je mets en place. Puis ce qu'on met en place intentionnellement, souvent, ça vient d'une théorie d'action. Puis la prochaine diapo parle de cette théorie d'action-là. Souvent, elle est non écrite, sous-entendue, peut-être même inconsciente. Mais quand on veut faire quelque chose dans notre salle de classe, on se dit toujours, ah, si je fais ça, il va se passer telle chose. On espère quelque chose de positif. Tu sais, puis la semaine passée, on se disait, la mentalité de croissance, les gens qui ont ça, anticipent. C'est souvent une démarche qui est très intuitive. Ah oui, c'est intuitif. C'est très intuitif. Alors, on donne 2 exemples ici de théorie d'action, juste pour vous donner des exemples concrets. Le premier exemple, ça pourrait être un exemple d'une théorie d'action qu'on se donne dans une école pour le climat scolaire positif. On fait ça, on fait beaucoup, on appuie beaucoup ça, surtout en septembre, puis le reste de l'année, on l'entretient, on le maintient. On se dit que si on enseigne, si nous enseignons et soulignons les comportements positifs attendus dans les corridors, alors les élèves circuleront calmement et de façon sécuritaire. On ne court pas, les gars. On marche à droite. On marche. On fait ça. Fin septembre, les élèves connaissent nos attentes. On se dit, ça va bien aller. C'est une théorie d'action. Pourquoi on enseigne ces comportements-là? En salle de classe, ça peut avoir l'air de quoi dans les dernières années en éducation? Prochain exemple. Peut-être que ça ressemble à ça. Hein? Si nous intégrons efficacement la technologie dans les salles de classe, alors les élèves seront plus engagés et apprendront mieux. Ça pourrait être une théorie d'action qui ressemble un peu à ce que l'éducation en général s'est donnée dans les dernières années. Puis, pour progresser, pour se donner des prochaines étapes, puis voir comment est-ce que je sais que c'est en train de fonctionner, cette intégration des technologies-là. Il y a des gens qui ont créé des modèles. Monsieur Puentadura. Ruben Puentadura. Ruben, le modèle SAMR, que vous connaissez possiblement, qui est le suivant. Donc, je vais vous l'expliquer très brièvement, mais l'idée, c'est que ça appuie la théorie d'action que si j'intègre la technologie efficacement en salle de classe, les élèves vont apprendre mieux, vont être plus engagés. On s'est donné des étapes selon le modèle de M. Puentadura. La première étape, c'était la substitution. Hein? Il n'y a rien qui a changé dans ma pratique, mais la technologie me permet de faire la même chose. Le A, c'est quand il y a une amélioration dans ce que je fais grâce à la technologie. Il y a un cheminement, il y a une progression dans ma pratique. Le M, il y a une modification. Il y a des tâches que je donne à mes élèves qui sont modifiées, que je ne pouvais pas faire nécessairement de cette façon-là avant. Le but, c'est qu'on veut se rendre à la redéfinition. Puis quand on parle de repenser l'école, bien, on veut redéfinir un peu ce qui est possible en salle de classe grâce à la technologie. Toujours en se disant que la technologie, c'est un levier. Donc ça, c'est un modèle théorique qui nous a aidés, en tout cas de façon systémique, d'un peu voir nos progrès avec l'intégration de la technologie. On n'a pas toujours des modèles théoriques comme ça pour voir ce qui se fait dans nos salles de classe, dans les progrès, avec tel groupe. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que mes routines s'améliorent? Est-ce que le comportement, est-ce que l'apprentissage va mieux grâce aux choses que je mets en place intentionnellement dans ma salle de classe? Donc ça, c'est un modèle, une théorie d'action. Et messieurs... Et si on vit le processus d'amélioration continue et qu'on observe, qu'on apprend et qu'on partage, on peut savoir où est-ce qu'on en est dans ce modèle-là. Ouais. Ça se peut qu'avec une classe,
on soit OS. Ouais. Avec un groupe, on Ouais. est OS+, Ouais. et dans d'autres groupes, on est ailleurs. Donc, il faut en prendre conscience. Puis pour en prendre conscience, il faut vivre le jaune du processus d'amélioration continue. Comme tu dis, c'est un processus. On ne passe pas du S au R nécessairement automatiquement. Puis il y a des journées qu'on est au S, puis c'est bien correct. Il n'y a pas de négatif là-dedans. C'est juste des balises qu'on se donne pour intégrer efficacement la technologie. Normand? Je t'ai jamais confié, mais j'ai assisté à une présentation de Ruben Pontedera. Je Pour l'ai vrai? vu en Pour personne. vrai? Et à quelque part, j'ai l'impression d'aller un petit peu à la messe et de rencontrer un gourou. Il y a des personnes te comme ça comprends. qui nous Ouais. marquent dans la vie. Ouais. Et ce qu'il nous expliquait, c'est que c'est pas nécessairement une fin en soi que Non. d'arriver à la redéfinition. Ouais. Ce qui est important, c'est de savoir intégrer en fonction des élèves qui sont là, que c'est certain que le modèle de la substitution, on l'a trop vécu là, au Québec, entre autres avec les fameux tableaux blancs interactifs OK. qui n'ont jamais vécu le I, OK. qui ont été des beaux tableaux blancs, là, OK. où c'était une pure substitution d'un tableau vert. OK. Alors que ce qui est important, c'est de sortir de cette zone-là et on voit notre plongeur qui devient un scaphandrier et d'entrer en profondeur dans les apprentissages en fonction de la clientèle qu'on a devant nous et en fonction des défis qu'on s'est fixés nous-mêmes. C'est tellement important que tu ramènes ça à l'élève, en fonction des élèves qui sont devant nous, et pas juste en fonction des projets que j'ai le goût de faire dans ma classe comme professionnel. Oui. Il faut toucher aux besoins des élèves. Tout à fait. Excellent point. Excellent point. Alors, je pense que c'est le temps de lancer la question à nos chers collègues qui nous suivent Juste ça, il à reste distance. une diapo Il verte reste entre une les deux. Est-ce qu'il reste une diapo verte? Oui. Ah, Non, diapo Ah, verte. on Prise s'en de a notes. cueilli. Ah, il n'y a pas de raccourci ici. il n'y a pas de raccourci, mesdames et messieurs. Pour s'améliorer, comme le disait Stéphane à distance, on ne le voyait pas à l'écran, il faut vivre et revivre le processus d'amélioration continue. Et ça, messieurs, il n'y a pas de raccourci pour ça. Non. Pour passer du S au R ou pour simplement améliorer la gestion de notre classe, il faut vivre le processus. C'est l'expérientiel. Tellement d'accord avec vous. La question qu'on a le goût de vous poser, chers collègues, ce soir, à ce moment-ci, on n'a pas de questionnaire pour vous, mais il y a une question qu'on va épingler dans le chat. Nos chers collègues feront ça. Quel aspect de votre pratique tentez-vous d'améliorer présentement, en ce 10 avril 2018? Et quel est votre processus à vous? Tout le monde a son processus. Tout le monde a sa façon de faire. Ça a l'air de quoi pour vous? On est Ouais, curieux juste d'entendre ça. les mots que vous avez dans le chat. J'aimerais juste ça vous dire qu'à cette question-là, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse, pas vraiment de bonne réponse. L'important, c'est de partager, puis on va pouvoir encore une fois prendre ce qui est dans le chat et vous redonner accès dès demain. Donc, partagez avec nous la réponse à cette question-là en gardant en tête qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse nécessairement. Donc, c'est un moment de pratique réflexive. Petite musique d'ambiance. Petite musique d'ambiance. Est-ce qu'on chante pendant ce temps-là pour meubler un peu l'espace? On ne le sait pas. Non, on ne le sait pas. Ça ne se veut pas un moment de malaise, c'est un moment Non, de non, non. réflexion. Peut-être là. qu'au 5e, on va danser. On a un excellent temps d'attente, donc on attend vos commentaires réactions, vos et vos commentaires. réactions. Quel aspect de votre pratique? On parlait tantôt pratique pédagogique, gestion de classe, intégration du numérique. Est-ce que c'est autre chose? Quels sont les mots qui vous parlent à vous? Ah, ça commence à réagir. On parle de lâcher prise. Ah oui. Entre autres. Oui. Le savoir lâcher prise est Laissez important. plus de place à mes élèves. J'adore. Wow. Tu parlais de flexibilité affective Oui. il y a 2 semaines. Oui. Oui. Sylvie nous parle de monitorage. Donc, Christine, la rétroaction, on en parle depuis 30 ans. J'aime ça. ouais. Ouais. C'est excellent. Merci pour vos réponses. Continuez à répondre pendant quelques secondes encore, puis on va passer à la prochaine loi dans les prochaines secondes. On va laisser la question épinglée dans le chat pendant un petit bout de temps, donc Ouais. vous pouvez continuer à y répondre. Ouais. Donc, c'est certain que les choses que vous tentez d'améliorer dans votre classe présentement, peut-être que vous n'avez pas de modèle comme le modèle SAMR pour vous aider à peut-être monitorer la progression et vos progrès, mais c'est quand même important de savoir dans votre tête, quand vous faites quelque chose de nouveau en salle de classe, vous vous attendez qu'il se passe quoi? C'est important que vous le sachiez. Qu'est-ce qui a besoin de se produire dans votre salle de classe pour que vous puissiez dire à la fin de la période, « Hey, ça a fonctionné ». Et j'aime bien que, excusez, j'ai un chat dans la gorge, Oui. chérie. J'aime bien qu'un modèle ait été proposé, le modèle SAMR. Il y a d'autres modèles, Oui. mais ce qui est important, c'est de s'appuyer quand même sur des modèles qui sont éprouvés. Oui. Euh, Oui.
On ne parle pas de poudre de perlimpinpin en Non, non, éducation, non, non, non. mais de s'appuyer vraiment sur ce que la recherche nous dit Oui. et comment elle peut nous aider Oui. à croître et à s'engager. Oui, oui. Ouais. Il y a des détours qu'on n'a pas besoin de faire. Ah, C'est ça. Excellent. Donc, le chat est très, très riche. On parle beaucoup de rétroaction, on parle beaucoup de gestion de classe également, et on parle d'enseignement explicite, de sortir de sa zone de confort, de créativité, et j'en passe. Donc, c'est très, très nourri. Oui, travailler en communauté de pratique. Oui, c'est riche. Merci pour vos commentaires. Fantastique. On va passer à la prochaine loi. Oui. Merci encore. Puis je vous rappelle que dès demain matin, vous allez avoir accès à la transcription du chat sur notre site web, esquadedu.ca/rediffusion. Vous allez avoir le lien directement là. Prochaine loi, on va parler de la loi des concessions. La loi des concessions nous dit que pour grandir, il faut renoncer à certaines choses. On ne peut pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. Comment on dit ça? Hein? Ah oui, C'est ça, on le dit beurre, le beurre et l'argent l'argent du du beurre. beurre. Donc, il faut faire des concessions. Dans ma vie personnelle, j'ai décidé à un moment, après 10 ans de succès dans le domaine des affaires et dans le domaine industriel en tant que formateur, j'ai décidé de mettre l'emphase dans ma vie sur l'éducation et de retourner à l'université après 10 ans et de retourner sur les bancs d'école pour aller chercher ma qualification d'enseignant, donc mon brevet d'enseignement, puis joindre ce merveilleux monde qu'est l'éducation. Pour ça, il a malheureusement fallu que je laisse tomber la voiture payée, les cafés payés et le gros salaire pour me mettre un petit peu dans le trou puis aller à l'université pendant un bout de temps. Mais cela dit, c'est que j'ai dû appliquer cette loi-là pour pouvoir aller plus loin. Donc, la loi des concessions est très simple. C'est qu'on doit simplement laisser des choses tomber dans certains cas pour faire des choses qui sont mieux. Puis Jacques nous dit souvent, il nous parle souvent de ça. Puis on l'a vu même des commentaires dans le chat où on parle du lâcher-prise ou le lâcher-prise pédagogique. Puis l'exemple, en voyant cette diapositive-là, lorsqu'on entend par exemple des gens nous parler de neurosciences ou de fonctionnement du cerveau, avec l'état actuel des connaissances, un terme qui émerge, c'est les neuromythes. Et puis l'exemple au niveau, je ne sais pas moi, la dictée, et on demande, mais pourquoi tu continues à faire une dictée 20 ans plus tard? Mais c'est parce que je l'ai toujours fait. Ouais. Et alors qu'aujourd'hui, on est capable justement d'appuyer ce lâcher-prise, justement, on le mentionnait un peu plus tôt, par qu'est-ce que la recherche nous permet de constater et de faire ces ajustements-là. Donc, c'est une forme de concession et une forme de lâcher-prise. Mais ce lâcher-prise-là, quand il est soutenu par le filet de la recherche et des connaissances et des partages, mais ça permet ensuite de nous projeter vers une nouvelle itération basée sur ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut être témoin. Tu nous dis souvent, hein, ta phrase, c'est... Ah ben oui. Des fois, il faut... Dis-la exactement comme toi. Tu dis, il faut des fois abandonner ce qu'on fait de bien pour... C'est une invitation à faire mieux ce qu'on fait bien. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Tu dis ça souvent, puis ça me frappe dans cette loi-là. Exactement, c'est tellement un bon parallèle avec cette phrase-là que tu dis toujours. Donc, voilà la loi des concessions. La prochaine diapositive, je vais laisser Jacques et Normand parler de ce qu'est, en gros, le cadre 21, de ce qu'est le processus d'amélioration continue et de valorisation et de reconnaissance du développement professionnel au cadre 21. Donc, Merci. Mais sans aller trop dans les détails techniques, ça rejoint plusieurs éléments qui ont été mentionnés. Et à mon avis, ça se caractérise par deux mots bien simples, de l'action réflexive, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage dans un processus d'amélioration continue et qui a l'occasion de réfléchir par rapport à quelque chose, une stratégie ou une compétence numérique ou des éléments de gestion de classe, et déjà se mettre dans cette posture de réflexion-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, une posture de réflexion, évidemment, qui est demandée au moment des apprentissages, au moment de faire les demandes pour obtenir les badges, et qui sont enrichies par des rétroactions. Voilà. Donc, il y a une double
On pensait qu'on avait inventé quelque chose, hein, mais ça fait Au 30 moins ans que 30 ans. tu nous as dit Au voilà, moins. que ça existe. Non, mais n'empêche que c'est riche comme phénomène. Donc, l'apprenant ici qui s'inscrit dans une démarche est en posture réflexive et cette posture réflexive-là, elle est nourrie par les évaluateurs qui arrivent en arrière avec des rétroactions pertinentes et délicates, donc des approches smart en fin de compte. Et on est délicat. On s'est rendu compte que c'est un élément crucial dans la démarche d'une personne qui grandit par rapport à une compétence. C'est justement la rétroaction reçue, une rétroaction qui soit aidante, précise, gentille et qui invite justement à poursuivre. Donc, c'est quand même décliné en 4 niveaux, puis que ça permet assez rapidement de passer à l'action, d'expérimenter. Et il y a aussi cette notion de partage de ce qu'on fait. Et la personne est quand même invitée à raconter son histoire. C'est une autre expression que j'aime souvent utiliser. Ce que j'apprécie beaucoup de ce modèle ici, ce n'est pas le seul, mais ce modèle ici, c'est à la toute fin, c'est un peu comme on entend l'expression de donner au suivant. Au niveau de l'innovation. Donc, une compétence qui est bien intégrée, ça fait partie de ma trousse. Je suis capable d'analyser ma pratique, de continuer à grandir là-dedans. Mais ensuite, il y a ces réflexions. On nous demande, mais viendrais-tu donner un atelier à la COPS, à Tout simplement devant le département ou devant les collègues. Là. Oui. Et la démarche, le processus pédagogique qui sous-tend tout le cadre 21 est vraiment fait de façon progressive pour respecter le rythme des enseignants là où ils sont dans leur pratique. Donc, si on regarde au tout début le niveau explorateur, c'est une prise de connaissance de, exemple, comment se vit la rétroaction. On arrive dans un deuxième niveau qui est le niveau architecte où on essaie de construire. Donc, déjà, on est en classe en expérimentation. Quand on arrive au troisième niveau, qui est le niveau virtuose, là, ça fait partie, c'est intégré dans ma pratique professionnelle pour finalement arriver au niveau que tu viens de décrire, le niveau innovateur, qui est quelqu'un qui transmet, qui apporte une approche nouvelle, un nouveau regard sur une stratégie, entre autres, d'enseignement. Donc, on parle finalement d'action réflexive. Action réflexive, c'est intéressant. Super intéressant. Oui, c'est décrit bien le penseur. La prochaine diapo, moi, le messieurs, merci. Quand vous avez présenté ce processus-là, dans le fond, EAVI, la première fois, moi, je me suis dit, pour développer des apprenants à vie, à l'extérieur du fait qu'on reconnaît mon apprentissage puis qu'on me remet un badge, je me suis dit, wow, ça, je peux faire ça dans ma salle de classe. Oui. Je peux être un explorateur, je peux expérimenter et graduellement développer ma compétence. Ça sous-entend, je trouve, ces 4 étapes-là, l'idée que ça prend du temps de devenir compétent dans une stratégie, dans une compétence professionnelle. Il faut se donner le temps. Ce n'est pas en criant ciseaux, ce n'est pas en une formation, Tout à fait. mais il faut que je passe à l'action, de l'action réflexive. Et à la fin, l'idée de repartager à d'autres, je trouve ça super intéressant. On dit que quand on enseigne, on apprend 2 fois. Oui. Quand on a besoin de réinvestir et d'expliquer à d'autres ce qu'on a vécu puis de les accompagner dans une démarche, on apprend doublement. C'est vraiment ce qu'on explique ce soir. Donc, c'est un processus. Oui. Un processus, c'est donc, ça s'inscrit dans le temps. Oui. C'est une démarche qui est en mouvement, qui est itérative Oui. et qui nous permet de nous améliorer. Oui, exact. Puis on fait un petit jeu de mots. Si on remet la diapo qui était là, la diapo verte, on se dit pour développer des apprenants à vie, il faut devenir des explorateurs à vie. C'est un jeu de mots. On s'entend, c'est pas un modèle théorique qui se tient, mais c'est faut le un jeu de mots. poudoum-tiche. Ah, c'est toudoum-tiche. Mais je me dis, tout le monde peut faire ça, peu importe le rôle qu'ils ont dans leur salle de classe ou dans leurs écoles ou dans le système. On peut explorer ce qu'il y a à faire et bâtir graduellement notre compétence et la redonner, passer au suivant, comme tu disais tantôt, Jacques. Donc, modèle EAVI. Merci beaucoup, messieurs. Plaisir. Donc, mon cher collègue, voulais-tu... J'ai oublié, tu avais une petite histoire à raconter par rapport à la loi des concessions, puis j'aimerais que tu nous la partages parce qu'elle OK. est quand même bonne. Écoutez, c'est parce que parfois, on nous demande des exemples concrets. Ça a l'air de quoi dans notre pratique pédagogique, ça, faire des concessions? J'expliquais à Stéphane quand on se préparait pour le webinaire. Moi, quand j'étais en salle de classe avec mes élèves, à un certain moment donné, il y a comme un déclic qui se fait qu'il n'y a pas juste quand je parle que les élèves peuvent apprendre. Puis moi, ma stratégie, c'était le vendredi. Avec les groupes performants, on faisait beaucoup de grammaire. Puis le vendredi, c'était le moment où
Tout le monde avait fini son travail, puis M. Bourgeois faisait la correction. Au rétroprojecteur, j'intégrais la technologie avec mes marqueurs de couleur. Et puis c'était une phrase après une autre, un concept grammatical après un autre, et puis on passait 75 minutes, parce que quand j'expliquais dans ma tête, ma théorie d'action, c'est si je le dis clairement, les élèves vont en prendre. Puis à un moment donné, je ne me souviens pas honnêtement de la formation ou du déclic. Je me suis dit, wow, si c'est les élèves qui viennent au rétroprojecteur, rendre la pensée visible, le niveau d'engagement des autres élèves vient d'augmenter d'à peu près 90 %. Puis moi, comme enseignant, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment besoin d'intervenir souvent. Les élèves le savaient déjà. Il n'y avait pas besoin de m'écouter pendant 75 minutes. J'ai renoncé à une pratique. Un lâcher-prise. Un lâcher-prise. Pour faire mieux. Puis dans ma tête, je faisais bien ça, la correction. Là. Je les savais, les réponses. Je me trouvais bon. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas ça qui était nécessairement mieux pour mes élèves. Ça, c'est un exemple pour moi d'une loi d'une concession qui fait pas mal, qui n'affecte pas grand-chose, sauf l'apprentissage des élèves qui est quand même assez important. C'est comme Marie-Josée Arnois qui souligne le titre du fameux livre de Pernoud, hein? « J'enseigne, mais eux apprennent-ils? » Oui, c'est ça. Exactement. L'observation, si on revient au cycle, ou pas au cycle, mais au processus d'amélioration continue, l'observation est en mode de regarder qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils apprennent nos élèves, est-ce qu'ils sont en mode apprentissage, est-ce qu'on a pris le temps au début de mettre des structures en place pour qu'ils soient en mode apprentissage. Ça sera un autre webinaire un jour, mais voilà. Est-ce que c'est la meilleure stratégie pour mon intention pédagogique? Il y a Karine qui répond un peu à ton exemple. OK. Elle dit c'est difficile de laisser tomber des choses qu'on fait bien pour autre chose, qu'on ferait mieux. Oui. Donc, le lâcher-prise n'est pas toujours facile. Là. On Des peut fois, pas... dans le conditionnel, ça va pas super bien. Non, mais c'est un verbe inconfortable, le conditionnel. Oui, ça n'arrive pas toujours à 100 %. Les choses qu'on ferait mieux, mais on se rend. On y va, puis on se rend. Excuse de t'avoir coupé, Normand. Stéphane, j'ai le goût de te dire, on vient de vivre ensemble peut-être certains modèles. On est revenu sur Maslow, certaines lois de la croissance. On a parlé d'un processus, des étapes, AVI. Il y a peut-être une petite synthèse qu'on veut faire de ça pour voir comment ces modèles-là peuvent être complémentaires pour illustrer un peu avec même la mentalité de croissance, comment ça nous permet de progresser au fil du temps dans une compétence donnée. Parce qu'il y a deux autres idées qui me viennent en tête avant de passer à ça. Vas-y. Au niveau de la loi des concessions, j'aimerais ça saluer certaines personnes qui sont ici, qui sont avec nous à l'écoute, qui sont des stagiaires. Puis des gens qui viennent de commencer ou qui sont en train de commencer dans la profession d'enseignant. Puis j'ai entendu une petite histoire très, très sympathique la semaine dernière. Au premier webinaire, il y a une enseignante maître avec sa stagiaire qui ont décidé d'aller souper au restaurant et de retourner à l'école pour écouter le webinaire ensemble et en discuter au niveau du contenu et ainsi de suite. Donc, puis je pense que ça a fait des petits dans l'école pendant cette semaine-là. Puis les jeunes profs se sont rendus compte qu'il y avait des façons d'apprendre suite à la formation initiale qui était gratuite, qui était disponible un peu comme on le fait présentement. Donc, j'aimerais ça saluer ces jeunes enseignants-là, ces jeunes profs-là qui sont peut-être tannés d'apprendre puis qui embarquent avec nous dans cette aventure qu'est ces webinaires. Mais il y a plein d'autres façons, comme on a parlé avec le cadre, puis il y a plein d'autres façons d'apprendre et d'être continuellement en amélioration. L'autre chose... Si on se fie au modèle que Jacques nous a présenté tantôt, l'étape qui est l'action réflexive, puis l'aboutissement de ça, c'est qu'on redonne. Nous, on a le privilège d'être ici, messieurs, ce soir, puis d'offrir ce qu'on pense être du contenu intéressant pour les gens. On souhaite en tout cas que les gens trouvent ça intéressant. Mais tous les gens qui nous suivent dans le webinaire pourraient être ici, parce que tout le monde a quelque chose à offrir. Et puis, on vous encourage de le faire dans votre milieu, dans votre environnement, avec les gens qui sont en direct, pas besoin d'être en webinaire, puis de partager ce que vous faites. Ça a beaucoup de valeur. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez aider vos collègues de partager votre réalité. Mais déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des conversations qui se font en parallèle, pas juste reprendre nos points à nous, mais des conversations entre les participants dans le chat, qui est justement dans ce sens-là. Et je salue Kevin, je ne sais pas si c'est un jeune enseignant, d'expérience, qui dit « Je l'ai rendu interactif, mon tableau, c'est les élèves qui sont là. » Ben oui, effectivement, c'est la façon de rendre ça dynamique. Sylvaine qui vient de se joindre à nous. Sylvaine Tremblay, je prends le temps de souligner ton nom, Sylvaine, parce qu'il y a eu un message de ta part à Marius
Raconte l'histoire Dans en Twitter, quelques secondes. Dans Twitter, la loi des concessions, c'est ton anniversaire. Ce soir, Sylvain, on te souhaite bonne fête. Bonne fête, Sylvain. Bonne fête, Sylvain. Hein? Tu prends ton temps pour venir dans un webinaire avec nous le soir de ta fête. Concession. Je ne sais pas si c'est une concession, mais en tout cas, on te remercie. Merci d'être là et de répondre que tu trouves ça drôle. Alors, bon, les histoires sont finies par rapport chantera à... On revient au contenu. Je vous présente la diapo de synthèse. Il est déjà 7h50, donc on a quelques minutes qui nous restent avec vous. Ouais. Donc, je vous montre cette diapo-là, qui est la diapo donc des 4 niveaux du cadre. Puis... Attention, je pense que c'est la Ouais. diapo qui a une animation. Faites attention. Regardez bien, là, Regardez ça y bien. va. Il y en a une. Hein? Regardez Il ça, c'est beau. y a le processus d'amélioration continue qui se passe en rotation, qui tourne et on vit ce processus-là à chacune des étapes, à chaque jour. Puis je suis fatigant, puis je me répète, puis c'est tellement pas grave. Mais on revit toujours ce processus-là. Ouais. Et le résultat, ben, c'est la croissance personnelle. Ouais. C'est l'apprentissage, c'est l'amélioration personnelle. Donc, Ça prend de l'effort, ça prend l'aide des autres, ça prend des stratégies, on avance. À notre rythme, Oui. comme vous disiez Et, tantôt, et ce messieurs. que j'adore, c'est dans les gens qui nous manifestent, qui nous font part de ça, très, très souvent vont dire que c'est ultimement en termes de la réussite de leurs élèves. Ah oui. Et que cette croissance professionnelle-là, oui, ça fait du bien personnellement de grandir dans sa profession, mais très rapidement, c'est très généreusement reporté ensuite sur le fait que leurs élèves réussissent davantage. Et je pense qu'en éducation, c'est Ah, l'ultime indicateur. Oui. Ben, l'indicateur comme quoi le réseau est très actif, Sylvain reçoit tout plein d'amour, de beaux souhaits pour sa fête. Donc, bravo. Et aussi, donc, on a mis la référence avec le livre, à savoir là, le livre dont on faisait référence, J'enseigne, mais eux apprennent-ils. Ouais. Vous le retrouvez dans le chat. Ah, super, merci. Ouais. J'ai trouvé ça remarquable lors du premier webinaire aussi. Dès qu'on mentionnait quelque chose, le réseau qui s'activait, les liens apparaissaient dans le chat. Merci, c'est tellement riche, votre contribution et les idées que vous partagez. Oui. Oui. Il y a même un souhait de bonne fête de la Polynésie française. On salue David Raymond qui était avec nous récemment. Wow! Oui. Bonsoir. bonjour David. Donc, pour compléter avec les diapositives vertes et le contenu comme tel de prise de notes, j'ai dit ça tantôt et je le redis maintenant, on n'a pas besoin d'échouer ou d'être mal en point pour s'améliorer. Non. On dit souvent « fail forward » ou, dans le fond, se ramasser quand on tombe, mais on aime mieux l'expression « tweak forward », donc s'améliorer, apporter les petits ajustements et voir toujours... on parlait de mentalité de croissance la semaine dernière, puis notre relation avec l'échec, la perception de l'échec. Donc, quand on a une mentalité de croissance, on a une perception qui est positive face à l'échec. Donc, on est capable de prendre ça, de faire les ajustements et d'avancer. Donc, tweak forward. Faire mieux ce qu'on fait bien, Jacques. Voilà. N'est-ce pas ça? Exactement ça. Donc, c'est pas nécessairement obligé de vivre quelque chose de négatif pour s'améliorer. Et ça amène cette dimension de itération, Ouais. finalement, dans la Ouais. croissance. Graduellement, on développe Ouais. cette compétence. On n'est pas obligé de tout recommencer. Non. Ce qu'on fait bien, on peut l'améliorer. là. Oui, oui. Graduellement, puis chacun son rythme également. Ouais. J'ai dit que c'était la dernière, mais j'ai menti. Alors, voilà, Marius, si tu veux nous expliquer. Pour conclure avec l'idée des lois, de la croissance et tout ça, avec l'action réflexive, la clé, je pense, à chacune des étapes, puis qui ne va pas nécessairement à un endroit dans ces étapes-là, c'est la réflexion en à fait. continu. Tout à Et fait. puis la loi de la réflexion, on va l'afficher, c'est une des 15 lois inestimables de la croissance que j'aime particulièrement. Moi, je le vis à travers mon blog. Ça m'aide vraiment à réfléchir, à mettre des mots sur mon vécu. Mais la loi, ce qu'elle nous dit, c'est apprendre à faire une pause permet à la croissance de vous rattraper. Tu sais, on se fait souvent dire on apprend de notre expérience. Mais dans mon vécu, c'est vrai parfois, mais c'est surtout vrai quand je prends le temps de m'asseoir et de réfléchir à mes expériences. Là, je peux retirer les leçons. Donc, quand je m'arrête, les leçons qui sont là à m'apporter, qui sont derrière moi, peuvent me rattraper. Je trouve ça super intéressant comme concept. On met beaucoup de temps à réfléchir en planification. On réfléchit pendant qu'on agit. Mais réfléchir après qu'on est passé à l'action, c'est rare qu'on prend ce temps-là. Il y a tellement de choses à accomplir, hein. Il y a tellement de choses à faire.
c'est pas toujours On vu. revient devant le miroir. en Ah, fin de compte, c'est ah, ça. absolument. Ah oui. Ouais. De temps en temps, c'est bien de prendre le miroir, de regarder en arrière. Oui, Hein? oui. C'est vrai, le Ah rétroviseur. oui, le rétroviseur. C'est le rétroviseur. Juste pour clarifier, par exemple, la loi du miroir, c'est la valeur qu'on s'accorde à nous quand on se voit dans le miroir. La loi de la réflexion, c'est réflexion cognitive. Donc, au Ouais. niveau des lois de John Maxwell, juste faire la Ouais. part, mais effectivement, Ouais. on a la réflexion de nous-mêmes dans le miroir et ce qu'on Oui. voit dans la Oui, j'ai définition. rajouté la loi du rétroviseur qui n'était pas prévue. Et voilà. C'est la 16e loi dans l'édition 2018. C'est ça. Ce sera revu et corrigé. Mais il y a un mot qui me vient à l'esprit en entendant tout ça, Oui. et on en parle souvent même dans les médias et tout ça, c'est la valorisation de la profession. Ah oui. Donc, il y a une dimension très Ouais. valorisante. Ouais. Des fois, on peut sentir qu'il y a un petit côté ingrat dans ce qu'on fait, mais cette valorisation-là et aussi cette reconnaissance-là qu'on peut également attribuer. Ouais. Donc, ça ajoute, ça contribue à ce sentiment d'empowerment aussi, Ah qui oui. est un autre Oui. terme qu'on Oui. entend souvent. Oui. Oui. Pour illustrer comme il faut, j'ai une feuille. Je vous raconte Oui. une petite histoire. Pour illustrer la puissance et l'importance de la réflexion dans notre pratique, prendre une pause au moment qui vous convient, mais chaque semaine, je le recommande. Regardez 5 jours en arrière, 5 jours en avant. C'est une comédienne des années 30 qui a rédigé une autobiographie en 5 chapitres. Son nom, c'est Portia Nelson, Portia Nelson. Et puis, ça illustre l'importance de réfléchir parce que changer de pratique, parfois, ça nous prend du temps avant de comprendre que peut-être qu'il faudrait changer quelque chose. Donc, essayez de voir, au fur et à mesure que je vais lire les étapes, essayez de voir si vous vous reconnaissez dans votre vie personnelle ou professionnelle, peut-être des collègues, des membres de votre famille. Regardez ça si c'est beau. Vous êtes prêts? Chapitre 1. Je marche dans la rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu, je suis sans espoir. C'est pas de ma faute. Il me faut une éternité pour trouver une façon de m'en sortir. Chapitre 2. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe dedans à nouveau. Je ne peux pas croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas de ma faute. Il me faut encore beaucoup de temps pour m'en sortir. Chapitre 3. Je marche dans la même rue. Téméraire. Il y a un trou profond dans le trottoir, messieurs. Faut y aller ou non? Je vois le trou. Je tombe quand même dedans. C'est une habitude. Mes yeux sont ouverts, je sais où je suis. C'est de ma faute. Je sors immédiatement. Chapitre 4. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je contourne le trou. Et finalement, mesdames et messieurs, chapitre 5. Ça a pris du temps. Oui. J'emprunte une autre rue. Messieurs, Quelle belle fin. je me reconnais tellement dans ces 5 chapitres-là. Surtout en cette saison des nids de poules. Oh! On aurait le goût d'emprunter d'autres rues parfois. Effectivement. Effectivement. La puissance de la réflexion dans notre pratique. Tellement important. Prendre le temps. Merci, Mme Nelson. Oui. Il reste seulement quelques minutes. Merci, Oui. Marius, pour cette histoire. Je me permets de vous dire que dans le guide du participant, on ramène l'aspect ACE, donc ce que je peux appliquer, ce que je peux changer et ce que je peux enseigner de ce qu'on a vu dans le dernier ou de ce qu'on voit dans ce webinaire Oui. ici. Donc, Oui. un petit peu de réflexion sur ce qu'on vient d'apprendre, puis orienter sa réflexion vers ces 3 points-là. Donc, on vous invite par vous-même, chez vous, à répondre à ces 3 questions-là. Oui. Je pense que c'est important. Belle façon d'appliquer la loi de la réflexion. Tout à fait. Oui, effectivement. On vous rappelle le mot-clic qui est DP continue sur Twitter. Donc, ça continue après. La discussion continue. Et pour terminer, je vais... Peut-être un rappel que les participants vont recevoir demain un lien pour la rediffusion. La rediffusion. Donc, esquadedu.ca/rediffusion où on va partager le lien dans les médias Tout à fait. sociaux, le lien de la rediffusion. Ce qui est le fun sur le site, comme je vous ai dit tantôt, je mets la retranscription du chat et le lien vers le guide du participant du webinaire de ce soir.
Donc, c'est disponible dès demain matin. Vous allez recevoir un courriel et sur le site web, il faut y aller, mais il y a plus d'informations. Mais il y a un à ce courriel qui moment-là. sort automatique demain à 7 h. Ouais. Demain matin. Voilà. Messieurs, il me reste à vous dire merci. Merci. Beau travail. Encore une fois. Et une invitation que le 24 avril, 24. dans 2 semaines, même heure, même poste. Et cette fois-ci, on va parler de leadership et on va parler de culture d'apprentissage au prochain webinaire. Donc, merci, messieurs. Merci et à vous. puis, merci à vous Merci de à nous avoir vous tous écoutés. d'avoir été là. Et on espère vous retrouver à la prochaine fois. Encore Bonsoir une à la fois, maison. Moi, ça prend ça. Merci. À la prochaine. Merci, messieurs. Merci. Good job. Merci, good job. Excellent. Good job. Excellent. Excellent. Merci à tout le À la monde. prochaine. la Leadership. prochaine. Bonne Bye bye. fin de journée.